Vous n'avez pas l'impression que le métier d'auteur disparaît parce que... Je reçois maintenant l'écrivain Étienne Rodagil pour l'apparition chez Vertical de Terminé. Étienne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, c'est votre 4e roman, c'est chez Vertical, parce que, bon, je ne sais pas si les gens le savent, vous êtes surtout connu, évidemment, comme parolier, mais enfin, oui, vous avez publié, ce qui est d'ailleurs un bon parolier, on va en parler, mais enfin, vous avez publié La Porte Marine au Seuil en 81, Malapata au Seuil en 92, Ibertao chez Stock en 95, et là, donc, c'est le 4e, qui s'appelle Terminé. Alors, le pitch, je vais le faire, puis vous me direz si je me trompe. Bon, allons-y. Bart, qui est quitté par Lucille, sa femme, et qui fait un travail de deuil, qui repense comme ça à son couple, à son passé, ses amitiés, ses convictions. En fait, on découvre au passage d'ailleurs qu'il était amoureux de la sœur de sa femme, la sœur de Lucille. Oui, ce qui peut arriver. Qui est morte dans un accident de voiture le jour où elle venait le rejoindre. Alors il boit, il mange des pilules, mais c'est surtout sa désillusion, elle est aussi politique, je dirais. Oui. Lui, en fait, on découvre qu'il avait été élu assez jeune, quand il a épousé Lucille, qu'il a d'ailleurs trompé avec un ministre. Oui. Et en fait, c'est un peu le roman de la désillusion, de ce que j'appellerais la génération 68, qui est arrivée au pouvoir pendant les années 80. Oui, c'est bien... Oui, c'est ça. Alors, je vais dire ce qu'il y a à page 55, puis après, je vous laisserai la parole, parce que c'est un... D'accord, mais il n'y a rien d'autre à dire, c'est ça. Un petit dialogue qui m'a bien plu, c'est une amie de Lucille qui s'appelle Marie, avec qui le Bart va coucher, d'ailleurs. Elle dit... elle a renoncé tout simplement. Alors Bart, il dit, elle a renoncé en parlant de Lucille, qui est partie en lui laissant des gosses d'ailleurs. Elle a renoncé tout simplement. Et Bart dit à quoi? À l'amour. Et Marie répond non, non au socialisme réel. Oui. Bah oui. Donc c'est un roman à la fois, c'est un deuil sur cette femme qui vient de le quitter, et à la fois un deuil sur une espèce d'illusion. Ouais. C'est en même temps un réveil. C'est-à-dire que j'ai un petit propos romantique que je ne cache pas. Je crois que les femmes réveillent, qu'elles ouvrent les yeux ou alors qu'elles endorment. Dans le cas précis, elle s'en va. Elle ne laisse rien dans les tiroirs. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment mal. Pas seulement en s'en allant, puisque l'homme pense innocemment, comme toute cette génération, donc qui a pris le pouvoir à partir des pavés levés de 68. Cette génération a pris le pouvoir à partir d'une émeute. On est obligé de le dire, c'est la vérité. Et donc, cet homme se réveille, et il se réveille avec des tiroirs vides. C'est-à-dire qu'en fait, un peu comme on parle des cambriolés quand on dit qu'ils sont violés, c'est une banalité, mais c'est pas tellement une banalité. Cet homme se retrouve chez lui, sans rien, sans souvenir, et quelque chose lui remonte. C'est sa jeunesse. Cet homme, il est riche avant de naître. Il est de gauche parce que ses arrière-grands-parents étaient déjà radicaux socialistes, il vient du Gers. C'est toute une belle histoire dont il connaît la réalité à partir de souvenirs rédigés par son arrière-arrière-grand-père. Et donc, disons que c'est une tradition qui s'effondre devant quelque chose dont on peut dire que c'est le réel actuel. C'est-à-dire l'illusion lyrique d'un pouvoir qui ne serait pas le contraire de la société. Voilà, exactement. Alors, le problème, Étienne Rodagil, c'est que vous avez déjà perdu la guerre d'Espagne. Oui, ça fait beaucoup déjà. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, je vois que vous avez le violet vous portez la chemise du vrai drapeau espagnol, qui, comme tout le monde le sait, est rouge, jaune et violet, bien entendu, je le dis. Alors, oui, parce que votre père était commissaire politique dans l'armée républicaine. Il a été réfugié en France, il est maquisard d'ailleurs. Et vous avez été élevé dans la mythologie. C'était déjà. Bien sûr. Je dis ça parce que ça fait quand même deux. Enfin, on peut même parler de religion. Oui, c'est la colonne du Rugy, alors. Voilà. C'est une. Bon, c'était une forme de messianisme qui a été très occultée. Maintenant, on peut commencer à en parler, puisque désormais, tout le monde se dit libertaire. Donc, c'est formidable. Le dernier qui ne le sera pas, ça sera moi. Et donc, tout le monde est libertaire. Mais disons que cette tradition a été occultée parce qu'on est bien obligé d'appeler le stalinisme, qui a confisqué l'histoire, la littérature, la philosophie, le cinéma, et pas mal d'autres choses. Et que désormais, on peut recommencer, non pas à penser, mais à faire des bilans. C'est abruti, les bilans. Mais il n'en reste pas moins que cet homme, il est vivant. Et que le bilan, c'est que son lit est vide. C'est pas les 25 000 pages du bilan du livre noir, non. C'est le lit qui est vide.
Alors, c'est lui la victime. Vous vous dites d'ailleurs, quand vous parlez de votre enfance, donc qui était effectivement baignée dans cette mythologie-là, vous dites on baignait dans le sang des brigades internationales aux accents de la varsovienne. Quoi. Oui, bon. Oui, bien sûr. Alors ça, j'explique à mes amis téléspectateurs, voilà, Rodagil, il y a toute cette dimension-là, c'est-à-dire la guerre d'Espagne. Et puis votre mère. Alors, votre mère était passionnée de tango. Oui, et quand vous êtes venu à Paris plus tard, vous alliez à la Samaritaine acheter des disques de Carlos Gardel avec des bandes de la semeuse. Ouais. Et d'ailleurs, je dis ça à dessein, parce qu'au début, dans les toutes premières pages, je crois que c'est la première page du livre, terminé, donc, ou publié, il y a Barthes, le héros, qui fredonne Mon désir d'affliction de Carlos Gardel. Donc tout ça n'est pas complètement innocent. Pas innocent, d'autant plus que c'est le désir de souffrance de Nietzsche. Oui. C'est la même chose. Mon désir d'affliction. Mon désir de souffrance. Voilà. Alors, bon, je vais raconter un peu votre vie, parce que c'est quand même une vie... non, puis c'est bien, c'est une interview portrait, donc je vous portraiture. Allez, donc, vous arrivez de Montauban, vous avez été élevé, voilà. Vous arrivez à Paris, à Antony, alors là, vous êtes un peu humilié à cause de votre accent, parce que vous dites qu'à l'époque... Ouais, je parlais marseillais, comme. Voilà, vous parliez catalan à la maison et occitan dehors, donc c'est vrai quand vous êtes arrivé. Et vous dites, j'ai appris à parler pointu, je me suis fondu dans la grisaille. Oui. Vous avez perdu votre accent. J'ai dit ça, ouais. c'est joli. C'est joli, oui. Je sais pas quand j'ai dit ça, mais ouais. Mais en même temps... On a tous perdu notre accent, Étienne. Mais en même temps, j'ai découvert la liberté. J'étais pas obligé de dire bonjour à tout le monde. Oui, oui, ça c'est l'avantage de... Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que cette ville, pour ça que j'aime tellement Paris, oui. Même s'il est fait... Très mauvais. Bon, mais j'ai découvert vraiment ce qu'était se promener. Ouais. Ne pas être obligé de rendre de compte à personne. Livres à Paris, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, j'ai senti cette promenade-là, bon voilà. Alors à 18 ans, c'est l'époque de Londres, le swinging London, hein, le rock'n'roll, les jeunes gens en colère. Oui. Et là, vous dites quelque chose d'important. J'ai retrouvé une déclaration de vous, qui n'est pas du mot à mot, mais c'est intéressant. Vous dites, j'ai découvert à cette époque, à Londres, donc dans les années, disons, fin des 60, début des 60, j'ai découvert qu'il était possible d'entrer dans l'univers de la création sans passer par la fac d'architecture, le conservatoire de musique ou des prix pour les jeunes écrivains. Parce qu'effectivement, c'est vrai que ces gens-là, ces jeunes Anglais en colère, nous ont appris à rentrer dans la création sans faire le cursus habituel. Oui, et alors, c'est très drôle parce que c'est lié, bien évidemment, au fait qu'en même temps, les jeunes commencent à avoir un pouvoir d'achat. À la même époque, oui. À la même époque. Et donc, on trouve une ouverture par la création. C'est-à-dire, c'est les groupes de rock'n'roll, voilà. bien avant le No Futur. Hein. Oui, bien sûr. Là, on parle de la fin des 60. Voilà. Hein, oui. Et donc, ces gens ouvrent une possibilité, c'est-à-dire pouvoir vivre, c'est un grand mot, mais disons ça, pouvoir vivre de sa création. Et ça, c'était un rêve que j'avais, bien entendu. Bien sûr. Bon, en fait, c'est ça aussi 68, d'une certaine façon. Oui. C'est pas seulement la révolution, l'émeute, c'est aussi cette possibilité de rentrer sans être invité, quoi. Voilà. C'est-à-dire une fête à laquelle on n'est pas invité et où on est la star de la fête, alors qu'on n'est pas invité parce qu'on a un blouson noir. Voilà. Alors après, vous retournez, vous avez vécu un an à Londres, hein, vous revenez en France, vous faites un peu le tour de tous les éditeurs avec des manuscrits, vous faites jeter de partout. Radicalement. Et vous dites d'ailleurs, si Gallimard avait accepté un manuscrit de moi à cette époque, aujourd'hui je serais un petit prof d'espagnol aigri. Donc, j'ai dit ça aussi. Vous avez dit ça aussi. Comptez sur moi. Vrai. Bon, puis après, il y a le gauchisme aussi qui vous a, tenté. Et vous dites là aussi sur le gauchisme une réflexion intéressante. On a découvert avec le gauchisme que l'histoire était aussi celle du désir des hommes et pas seulement du résultat de la lutte des classes. C'est-à-dire que c'est vrai que... Quel doc. Oui. À un moment, l'orthodoxie voulait que l'histoire était le résultat donc de la lutte des classes. Et plus exactement, pour citer le barbu, du caractère irréconciliable des classes entre elles. Ce qui est peut-être pas pareil. Le caractère irréconciliable m'a frappé, moi, à l'époque. Parce qu'effectivement, y avait-il possibilité de réconciliation? La réponse est non. Mais tout a changé quand il a été question de vivre par soi. Enfin, de rentrer dans ce repas où on n'est pas invité, où finalement, on peut se débrouiller pour être invité. Parce que bon, les bourgeois n'étaient pas si cons qu'on croit. On peut toujours faire le coq. Donc ce qu'on découvre là, c'est la possibilité d'être déclassé, en fait. C'est-à-dire de changer de classe sociale sans demander la permission. Évidemment que c'est ça. Alors après, bon, on ne va pas passer la soirée là-dessus, mais c'est très important. Un jour, à côté de la Sorbonne, dans un bistrot qui s'appelle l'Écritoire, rencontrer celui qui deviendra Julien Clerc, qui ne s'appelle pas encore Julien. Il s'appelait comment à l'époque? Il s'appelait Paul-Alain Leclerc. Paul-Alain Leclerc, voilà. Lui, il jouait le répertoire des Animals avec un groupe. La légende, il chantait déjà. Il chantait les Animals avec un groupe à Bourg-la-Reine. Voilà. Et là, ça a commencé avec la cavalerie. Et là, ça a été 10 ans de succès ininterrompu. Je dis à mes amis téléspectateurs, je ne sais pas si vous connaissez le Julien Clerc de cette époque-là, c'est-à-dire la cavalerie, Ivan Vicella, Yann et les Dauphins, La fille de la véranda.
c'est sans doute ce qu'il a fait de plus beau. Et, non, mais ça continue. Non, mais c'est très bien. Enfin, il y a une vraie... Ivanovic, c'était Momo qui l'avait fait. Hein. C'est Maurice Vallée. Oui, en partant de Moravagine, qui était un autre livre culte. Oui, mais il a continué. Quand on parle de déviance, c'est un peu comme la Révolution française. Julien Clerc, c'est un bloc. On aime tout, on n'aime rien. Bon, il a écrit des choses, je ne citerai pas. Il a chanté, je veux dire, sur la Révolution française. Oui, et puis... non, mais c'est vrai. Julien Clerc, je le dis aussi, parce que c'est vrai que souvent, moi, je lui ai dit à lui dans une émission, c'est qu'on a beaucoup parlé des paroliers de Julien Clerc, c'est-à-dire de vous, de Maurice Vallée, des autres, et puis c'est quand même lui qui a fait les mélodies, quoi. Oui. Et à un moment, il faut quand même se souvenir... Je l'ai toujours dit, moi aussi. Mais moi, je lui ai dit, ça lui a fait plaisir, parce que jamais personne ne lui parle de ses mélodies. Non, c'est un immense mélodie. Alors que c'est quand même un grand mélodiste, absolument. Alors voilà, donc vous avez fait Julien Clerc de toute une époque, disons, chaque morceau est un succès. Après, vous avez fait d'autres chansons pour d'autres gens, notamment Le Lac Majeur pour Mort Schumann. Vous avez fait Les Magnolias, Alexandrie, Alexandra. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Je suis très fier de ça. Vous savez qu'Alexandrie, Alexandra, il y a une reprise en ce moment, je ne sais pas si ça va vous rapporter des sous, mais il y a une reprise en ce moment qui s'appelle Everybody. Ça me rapporte absolument des sous. C'est moi qui l'ai écrit, je ne vole personne. Everybody par Black Project, qui est une reprise de Alexandrie. Bon, puis vous avez fait l'album Cadillac pour Johnny Hallyday. Et puis alors, avant, il y avait eu cette expérience Vanessa Paradis absolument géniale. C'est-à-dire qu'un jour, vous êtes en train d'enregistrer avec Sophie Marceau un album qui s'appelle Bérésina, ce qui est un titre il s'est appelé comme ça quand j'ai pris conscience que l'album devait s'appeler d'une certaine façon. Bérésina pour un album. Et alors là, il y a une petite gamine de 13 ans qui somnole dans le studio sur un canapé. 14. Et vous faites chanter, vous essayez de faire chanter à Sophie Marceau un morceau qui s'appelle Fuck You Barcelone. Oui. Et là, d'un coup, effectivement, la petite, je dis pas qu'elle a demandé pourquoi c'est pas moi qui chante ça. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. L'enfant était déjà Vanessa Paradis. Je sais qu'elle va regarder vraisemblablement cette émission. Donc on peut lui dire ça. On lui a un peu volé sa jeunesse. Pas un peu. Beaucoup. Mais c'était déjà Vanessa Paradis. C'est-à-dire qu'on voyait qu'elle avait en elle la possibilité. Et que même Fuck You Barcelone, bon, faut reconnaître que je poussais un peu le bouchon. Bon, mais j'ai toujours aimé pousser le bouchon. Mais on regrette de ne pas avoir entendu et vu surtout Sophie Marceau nous chanter Fuck You Barcelone. Bien. Alors, donc il y a eu l'aventure Paradis aussi, c'est pas rien, quoi. Ça a été là aussi des 30 cm énorme. Voilà. Et puis alors, vous avez fait un album pour Obispo ou non? Non. Ah bon? Vous avez essayé à une chanson? Une chanson qui s'appelle Aller Rimbaud. Ah bon? Mais que je revendique. Parce qu'à un moment, vous deviez faire un album pour Obispo. Possible, mais ça s'est pas fait. Vous deviez faire une chanson qui s'appelle Vive Polnareff, c'est pas vrai ça? Comment savez-vous ça? Non, c'était pas ça. C'était vraiment du nid. Allez, un scoop pour Ardis. Allez, un scoop. Un vrai, hein, un immense. La chanson, et l'homme a eu le courage et la dignité de dire « je le fais quand tu veux ». Le truc, c'était où t'es Michel Polnareff. Où t'es Michel Polnareff. J'aimerais à la radio entendre ça. Donc suivait un truc néo-Polnareff. D'accord. Et ça se terminait par où t'es Michel Polnareff. Bien sûr que ça serait mieux que ça. Où t'es Michel bien. Polnareff. Mais il aurait dû le faire, non? On est dans un monde... il y a le deuxième degré passe mal. J'insiste sur le fait que l'homme n'a pas dit non, ceci est une grossièreté. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'oiseau et que je lui ai fait aller Rimbaud. Voilà. Alors, dites-moi un peu moins drôle, là. Vous n'avez pas l'impression que le métier d'auteur disparaît? Parce que maintenant, tous les mecs sont auteurs, compositeurs, interprètes. Chanteurs. Mais c'est un peu mort, mais c'est un peu normal. Il n'y a plus, avant, il y avait des maisons d'édition où on prenait un auteur, on prenait un musicien. On présentait des gens. Il y avait des gens qui avaient des musiques, d'autres qui avaient des paroles, ils se rencontraient. Vous avez des mariages, la mère Breton. Maintenant, c'est du marketing avec des auteurs, compositeurs, interprètes. Pensons que là, on parle déjà de quelque chose qui est aboli depuis à peu près 20 ans. C'est-à-dire que l'auteur pur, s'il ne chante pas, ce qui est mon cas, doit vraiment remuer de la nageoire, quoi, pour survivre. Parce que ça fonctionne plus comme ça. Il y a des formats, il y a des radios qui ont des formats. Donc désormais, on est soit dans le souvenir, bonheur à ceux qui ont marqué le souvenir des gens. J'en fais partie. Je sais, malheur à ceux qui n'ont pas encore creusé le sillon, sans chanter. Et donc les mômes comprennent que c'est eux qui doivent se mettre en avant. Et ils y vont. Ils ont généralement tort. Ça serait beaucoup mieux. Encore une fois, là je fais l'apologie de la séparation du travail qui n'est pas... non mais c'est vrai que Julien Clerc, Maurice Vallée et vous, ça fait un troisième personnage, enfin un quatrième personnage. Oui, ça fait le médium. Vanessa et vous, ça fait quelque chose d'autre, quoi. C'est vrai qu'à un moment, on a l'impression aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de pauvreté dans la chanson souvent, parce qu'il n'y a plus autant d'énergie sur une seule chanson. Parce qu'aussi, ça m'emmerde de dire ça, mais je vais tout de même le dire, ça existe, écrire des chansons. Oui, c'est un boulot,
Voilà. Bien, on va terminer sur une chose simple, c'est que vous écrivez des chansons, des livres, donc je dis que Terminé est un très bon livre, puis moi, le fait que je le dise, c'est pas grave, mais Bec Bélé, qui est vachement, d'abord, qui est critique littéraire, et deuxièmement, qui est plutôt dur dans ses jugements, vous l'a dit, il l'a dit, il le dira ici, que c'est très bien. Alors, vous dites que, vous savez, vous dites la poésie, elle n'est pas faite d'idées, elle est faite de sonorités. Et finalement, que ça soit dans votre livre ou que ça soit dans vos chansons, d'ailleurs, on retrouve la musique des mots, ce côté malarméen. C'est Mallarmé. C'est Mallarmé, la musique des mots. Et vous dites, je donne ma vie pour ça. Oui, mais bien sûr que je la donne, parce qu'une sonorité contient de toute façon un fond. C'est pas le signifiant qui m'intéresse, c'est l'émotion qui m'intéresse. Et je préfère la gagner par la façon la moins difficile à obtenir, à savoir la musique. Merci. Donc voilà, donc on a beaucoup écouté ses chansons, maintenant on peut lire son livre, ses livres et son livre. Ça s'appelle Terminé, c'est chez Vertical. Merci Étienne. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.